Donc on va aborder l'utilisation de l'échocardiographie en réanimation aujourd'hui et demain. Donc sur le plan d'aujourd'hui, on va être très pragmatique et voir ce qu'on peut faire en pratique avec les outils disponibles. Et puis on va se projeter dans l'avenir et voir un peu quelles vont être les principales évolutions de ces techniques. Merci. Alors aujourd'hui, l'échographie, c'est la modalité préférée pour évaluer l'étiologie de deux situations fréquentes en réanimation, que sont le choc et la détresse respiratoire aiguë au lit du malade. Alors, ça a été recommandé comme la modalité préférée par les sociétés savantes parce que c'est le seul outil qui permet de réaliser une exploration hémodynamique détaillée qui va être capable de nous offrir des outils d'aide à la décision pour l'optimisation thérapeutique, surtout avoir une approche étiologique, ce que ne font pas les autres outils dits de monitorage, et avoir une classification pronostique. Alors pour aborder cela de manière pragmatique, on va voir ce que l'échographie fait en termes d'hémodynamique. Ça permet finalement de phénotyper le malade en termes de précharge, de contractilité, de post-charge, à la fois pour le ventricule droit et le ventricule gauche. Et au passage, on peut avoir des étiologies significatives en termes d'implication clinique. Alors si on commence par la précharge droite, vous savez que le principe général, c'est de se dire que, notamment chez les malades sous ventilation artificielle, désolé, alors pardon, donc sous les malades sous ventilation artificielle, on a un effet sur la voie du retour veineux de la pression qui entoure les vaisseaux du retour veineux, dont essentiellement les veines caves. Et comme vous pouvez le voir ici à droite, lorsque la pression pleurale va augmenter, on aura une sorte de collapsus des vaisseaux caves dans leur portion intrathoracique qui va en quelque sorte augmenter l'impédance au retour veineux, ce qu'on pourrait simplifier en disant la résistance au retour veineux, et avoir tendance à diminuer le débit de retour veineux. Et cet indice est utilisé comme un indice de précharge. Plus il est important, plus on pense que le malade est notamment susceptible de répondre au remplissage. Alors, de manière pratique, pour regarder ces variabilités de la veine cave, qu'il s'agit de la veine cave inférieure ou supérieure, on va utiliser le TT ou le TO. Le TT sur la droite, comme vous pouvez le voir, permet de regarder la veine cave inférieure dans sa portion extrathoracique, tandis que le TO, sur la gauche, permet de voir la veine cave supérieure dans sa portion intrathoracique. Alors, concernant la veine cave supérieure, c'est assez simple. Vous voyez ici en dessous le signal de pression des voies aériennes, et lors d'une insufflation, on a un collapsus du vaisseau cave supérieur, et puis le diamètre réaugmente lorsque la pression pleurale rediminuera. En revanche, pour la veine cave inférieure, comme on l'observe dans sa portion extrathoracique en amont de l'éventuel collapsus intrathoracique, ce qu'on observe à l'insufflation, c'est une distension en amont de cet obstacle intrathoracique. Donc vous le voyez, il y a des formules qui ont été édictées pour quantifier cette variabilité de diamètre des veines caves et qui sont utilisées pour la prédiction de la réponse au remplissage. Alors l'autre chose qu'on peut faire en échographie, c'est de regarder un peu plus loin, un peu plus en aval et essayer de vérifier que ces modifications de précharge induisent une variabilité dans l'éjection aortique. Et comme vous pouvez le voir ici, on peut observer une variation respiratoire de l'éjection aortique avec un pic insufflatoire et un minimum exsufflatoire. Même si le collapsus à l'insufflation diminue le retour veineux à l'insufflation, du fait du délai de phase avec le temps de transit pulmonaire, finalement, cette réduction de précharge va se manifester à la sortie aortique plutôt en phase expiratoire. Et donc on peut quantifier aussi ces variations respiratoires qui sont un peu le corollaire de ce qu'on fait quand on regarde un delta PP pour avoir une idée de l'état volémique du patient. Alors il faut signaler les limites de telles approches.
qui sont dites indices dynamiques de pression de prédiction de la réponse au remplissage. La première, c'est que il faut que le malade soit sédaté, puisque l'idée générale, c'est que l'insufflation s'accompagne d'une augmentation de pression pleurale. Donc l'acteur principal, c'est l'augmentation de la pression des voies aériennes qui, par conséquent, augmente la pression pleurale. Si le malade n'est pas sédaté et qu'il a une activité diaphragmatique propre, vous comprenez bien que sa contraction à l'insufflation va au contraire avoir tendance à diminuer la pression pleurale. On aura donc un conflit dans la résultante en termes de pression pleurale et toute cette physiologie est non valide dans ces situations. L'autre élément qu'il faut avoir en tête, c'est l'amplitude de variation de pression de voies aériennes à l'insufflation. Il faut qu'elle soit suffisante. Et donc, dans des situations comme le SDRA, où le volume courant est réduit, ou encore la driving pressure, le delta de pression à l'insufflation est réduit, on peut avoir des faux négatifs. Et puis, il faut signaler l'existence possible de faux positifs lorsque les variations d'éjection cardiaque ne sont pas dues à un problème de retour veineux, mais dues plutôt à une difficulté d'éjection du ventricule droit. Ces difficultés peuvent être cycliques, parce qu'on va le voir, elles dépendent de la compression cyclique des vaisseaux pulmonaires. Alors, la dernière manière qu'on peut utiliser l'échographie pour prédire la réponse au remplissage, c'est finalement de l'utiliser comme un outil d'évaluation du débit cardiaque. Et en utilisant une technique comme le lever de jambe passif, dont le principe, vous le savez, c'est en induisant une sorte d'auto-remplissage par le changement de position du patient, de regarder si l'éjection cardiaque augmente, et ça va nous rassurer sur le fait qu'un véritable remplissage vasculaire augmentera aussi l'éjection cardiaque. Et donc on peut utiliser l'échographie, notamment la VTI aortique, comme outil de mesure de l'éjection cardiaque dans une telle approche. Alors maintenant qu'on a vu comment évaluer la précharge avec l'échographie aujourd'hui, on va voir comment évaluer la contractilité du ventricule droit aujourd'hui. Là, c'est un peu plus complexe en raison d'une difficulté anatomique. Voici la représentation schématique d'un ventricule droit. Vous voyez que c'est difficile à modéliser au plan géométrique. Ça s'enroule autour du ventricule gauche. Et quand on fait une coupe IRM, vous voyez qu'il y a des parties un peu séparées, la partie d'admission, l'apex qui est trabéculaire, et puis la partie d'éjection. Du coup, aujourd'hui en échographie, la stratégie la plus simple, c'est vraiment d'avoir des coupes où on aura des indices qui sont simplificateurs, mais qui sont robustes. La première information à recueillir, c'est la taille du ventricule droit, et on ne va pas essayer de la modéliser aujourd'hui. On va prendre une coupe apicale 4 cavités et on va comparer en général le diamètre ou bien la surface télédiastolique du ventricule droit à celle du ventricule gauche et faire un rapport de surface qui a ses limites, mais qui renseigne de manière robuste quand même en réanimation sur la taille des cavités droites. En général, un ventricule droit fait 2 fois moins de taille que le ventricule gauche. On a un ratio inférieur à 0,6. Si celui-ci dépasse 0,6, on parle de dilatation ventriculaire droite. Et s'il est carrément plus large que le ventricule gauche, on dira que le ventricule droit est sévèrement dilaté. Vous voyez qu'on peut le faire en ETT ou en ETO. Ensuite, quand on va aborder la fonction ventriculaire gauche, le premier élément à regarder, ce sera le mouvement longitudinal du ventricule droit. Vous voyez sur cette image de gauche, quand on se concentre sur le plan de l'anneau tricuspide, on voit que ce plan se soulève de manière normale et importante à chaque contraction ventriculaire. Et donc c'est un signe que ce mouvement longitudinal, qui est assez sensible, est parfaitement opérationnel. Et c'est déjà une première approximation assez robuste pour juger de la contractilité du ventricule droit. Par comparaison, sur cette image de droite, vous voyez bien que cet anneau tricuspide se soulève peu à chaque contraction. Au passage, nous voyons que le ventricule droit ici est sévèrement dilaté puisque sa taille dépasse celle du ventricule gauche adjacent. On n'a pas besoin de mesure pour le constater. Si l'on veut quantifier ce mouvement longitudinal du plan de l'anneau tricuspide, 2 indices existent. Le premier s'appelle le TAPSI pour Tricuspide Annular Plane Systolic Excursion.
Donc c'est l'excursion systolique du plan de l'anneau tricuspide. Pour ce faire, on va mettre un tir en mouvement sur la paroi latérale de l'anneau tricuspide et mesurer le soulèvement de ce dernier à chaque systole en millimètres. Et lorsqu'il est inférieur à 12 mm, on parle de dysfonction ventriculaire droite. L'autre manière de mesurer le même phénomène, mais cette fois-ci en vitesse, c'est d'utiliser le Doppler tissulaire. En se mettant au même endroit, on aura la vitesse de ce soulèvement et le seuil est à peu près le même, sauf qu'on est en centimètres par seconde cette fois-ci. En dessous de 12, on a une dysfonction systolique. Alors, je ne vous parlerai pas de tous les autres indices d'évaluation du ventricule droit, parce que finalement, bien qu'ils soient plus complexes, ils sont quand même beaucoup plus difficiles à faire aujourd'hui en réanimation, et je pense que c'est plutôt avec l'évolution des techniques échographiques qu'on pourra avoir des indices plus complets d'évaluation du ventricule droit. Le troisième élément à droite, c'est la post-charge. Comment l'évaluer? D'abord, un raisonnement général. On aura un phénomène chez le malade ventilé, également d'augmentation de la pression qui entoure les capillaires pulmonaires. La différence ici, c'est qu'il ne s'agit pas de la pression pleurale comme autour des veines caves, il s'agit de la pression dite transpulmonaire, différence entre la pression des voies aériennes et la pression pleurale. En effet, c'est la pression transpulmonaire qui détermine la taille des alvéoles, et ce sont les alvéoles qui sont adjacentes aux capillaires, et c'est l'augmentation de taille des alvéoles qui comprime les capillaires. Et puis, si l'augmentation de pression dans les capillaires pulmonaires est importante, on aura bien sûr par ricochet une augmentation en amont des pressions dans le ventricule droit, dans l'oreillette droite, avec des changements de conformation qu'on va détailler après. La première chose qu'on peut faire en échographie, c'est d'avoir une idée du régime de pression dans l'artère pulmonaire. Vous le savez, on peut la mesurer avec l'utilisation de l'insuffisance tricuspide grâce au théorème de Bernoulli qui permet, en connaissant la différence, de relier la différence de pression entre deux cavités à la vitesse maximale du flux de régurgitation entre ces deux cavités. Et donc en mesurant la vitesse maximale de l'insuffisance tricuspide, on va pouvoir déduire la différence de pression entre le ventricule droit et l'oreillette droite. Et puisqu'on est en systole, l'estimation de la pression du ventricule droit est égale à celle de la pression dans l'artère pulmonaire, puisque la valve pulmonaire est grande ouverte en systole. Donc une méthode simple pour mesurer l'hypertension pulmonaire. Ensuite, on peut avoir une estimation très souvent qualitative du régime de pression dans l'artère pulmonaire en regardant directement le flux d'éjection pulmonaire. De manière habituelle, il est ogival et lorsque on aura une augmentation de l'impédance à l'éjection, de la résistance à l'éjection, on aura une accélération du flux qui sera un peu plus abrupte dans sa partie initiale. Et dans les cas les plus sévères, on aura ce qu'on appelle une encoche, ou notch en anglais, c'est-à-dire une interruption mésosystolique du flux, parce qu'il y a beaucoup d'impédance à l'éjection et qui va pouvoir se finir dans une deuxième phase. Donc c'est qualitativement quelque chose d'intéressant pour être sûr qu'il y ait un problème important au niveau de l'éjection pulmonaire. Ces augmentations de pression à droite vont provoquer des changements de conformation du ventricule gauche. En effet, vous savez que les deux ventricules partagent une structure commune qui est le septum interventriculaire et que la dilatation du ventricule droit va avoir tendance à aplatir le septum interventriculaire, voire à modifier sa conformation avec ce qu'on appelle un septum paradoxal qui va être poussé vers le centre de la cavité du ventricule gauche. Alors voici des exemples. À gauche, vous avez une conformation ventriculaire gauche normale, avec ici le septum qui se contracte de manière homogène vers le centre de la cavité ventriculaire gauche, alors que ici, vous voyez qu'on a une dilatation importante du ventricule droit, avec un septum qui est plat, voire paradoxal. Vous voyez qu'en fin de systole, il y a carrément une encoche aux dépens du ventricule gauche. Lorsqu'on a l'association d'une dilatation du ventricule droit et d'un septum paradoxal, on parle de cœur pulmonaire. Les situations en réanimation qui conduisent à cet état sont fréquentes, notamment l'embolie pulmonaire ou le SDRA sévère. C'est important de pouvoir détecter ces dysfonctions ventriculaires droites car elles sont pronostiques en réanimation. Voici une population de malades en SDRA et vous voyez qu'à mesure que la dysfonction
de la circulation pulmonaire est importante, la mortalité des patients augmente. On a produit un score de risque de cœur pulmonaire aigu qui permet éventuellement de sélectionner, si vous n'avez pas la pratique routinière de l'échographie, les malades chez qui il serait intéressant de le rechercher vu son rôle pronostique. Les facteurs qui concourent à cette dysfonction droite sont l'origine pulmonaire du SDRA, parce que dans cette situation, on aura des altérations anatomiques dues à la pneumonie, plus les altérations secondaires dues à la ventilation mécanique. Et la ventilation mécanique va notamment par l'augmentation de la driving pressure, augmenter cette pression de distension qui va avoir tendance à comprimer les capillaires pulmonaires. Donc vous voyez, c'est un des facteurs de risque. L'hypoxémie est un facteur de risque puisqu'il y a un certain degré de vasoconstriction hypoxique au cours du SDRA qui va aussi contribuer à cette augmentation des résistances dans les capillaires pulmonaires. Et enfin l'hypercapnie qui est un puissant vasoconstricteur pulmonaire dans plusieurs modèles animaux et humains. Alors, sur cette échographie, on peut voir une dilatation importante du ventricule droit, une dilatation également importante de l'oreillette droite en amont. Est-ce que pour vous, il s'agit d'un cœur pulmonaire aigu? Pourquoi? Voilà, donc on a un remodelage important. On peut avoir des dilatations de l'oreillette droite en situation aiguë, mais ici, il s'agit carrément d'une oreillette droite ectasique. Et donc, ça traduit un remodelage un peu chronique. Et l'autre élément, c'est que la paroi libre du ventricule droit, vous le voyez, elle est très épaissie. Elle a quasiment la même épaisseur que le septum interventriculaire, ce qui traduit aussi un remodelage chronique. Donc la situation ici de cœur pulmonaire qu'on peut affirmer, puisqu'il y a la distension du ventricule droit qui dépasse de 2 fois la taille du ventricule gauche et un septum paradoxal, est sans doute chronique du fait de ces remodelages. Et donc c'est comme ça qu'on distingue un cœur pulmonaire aigu d'une acutisation d'un cœur pulmonaire chronique. Ensuite, quelques cas cliniques pour mettre tout ça en perspective. Un malade avec un état de choc, une turgescence jugulaire, vous faites une échographie pour monitorer le choc, mais en réalité, là, on a une étiologie qui est... Il n'y a pas de piège. Donc une tamponnade évidente avec ce qu'on appelle un swinging heart. Vous voyez que le cœur est tout petit au sein d'une grande collection péricardique avec une compression complète du ventricule droit et également de l'oreillette droite. Et c'est là que l'échographie est un prolongement d'examen clinique et pas simplement un outil de monitorage. Un autre exemple de malade en tamponnade, même si le volume de l'épanchement est moindre, vous voyez qu'il y a quand même ici une compression de l'oreillette droite qu'on peut bien voir ici également. Ce qui était particulier chez ce malade, c'est que sur la coupe parasternale grand axe, on voit cet épanchement associé. Qu'est-ce que c'est pour vous? Voilà, c'est de la plèvre. En regardant ici l'arbre descendante, on peut donc définir, comme vous le savez, que tout ce qui est au-dessus relève du péricarde, mais ce qui est en dessous relève de la plèvre. Donc il y a 2 épanchements associés. Et souvent dans ces situations en réanimation, il est peut-être plus prudent de commencer par drainer l'épanchement pleural, puisqu'il y a de grande abondance cet épanchement pleural gauche, ce qui est fait. Et vous voyez qu'il y a une réexpansion du poumon, qui d'ailleurs est complètement hépatisée chez un malade qui a une pneumonie. Et donc, on va vérifier si la situation hémodynamique du patient est corrigée. Mais vous voyez que dans cette coupe, où on a ici le ventricule droit, on a toujours cette compression ici du ventricule droit et puis une compression ici de l'oreillette droite. Donc, il reste un effet significatif de l'épanchement pleural, de l'épanchement péricardique, malgré le drainage de l'épanchement pleural. Donc on se lance dans le drainage de l'épanchement péricardique et là aussi l'échographie vous permet de guider votre geste. Vous voyez que l'opérateur a très justement injecté du contraste après avoir ponctionné pour vérifier que le contraste n'allait pas dans les cavités cardiaques. Il est bien en péricardique et pas en ponction intracardiaque, ce qui lui permet d'insérer son cathéter de manière sécure. Ici vous voyez le cathéter péricardique qui a été inséré et ça va permettre de drainer les cavités droites, et vous voyez qu'elle retrouve une espèce de congestion importante chez un malade qui avait une pneumonie sévère, et donc le drainage est efficace. Donc l'échographie, ça permet de monitorer, mais aussi de diagnostiquer et d'aider au traitement de situations critiques. Un autre patient, état de choc post-opératoire de chirurgie orthopédique, cœur pulmonaire aigu sur lequel on ne revient pas, en ETO, que voyez-vous?
Voilà, trompe d'artère pulmonaire, branche droite, on a une image d'addition qui est probablement un thrombus. En réalité, quand on a ces images d'addition dans l'artère pulmonaire, il est toujours important d'injecter du contraste pour vérifier que ça moule bien l'image d'addition. Parce que quand ça ne moule pas et que ça ne respecte pas l'image d'addition, il peut s'agir d'un artefact. Et c'est vraiment important. Vous voyez que dans cette autre image, utilisant même l'échographie 3 dimensions, on est très content. Là, on a son image d'addition. Mais en fait, quand vous mettez du contraste, ça lave complètement votre image d'addition. Et si le contraste abolit l'image d'addition, c'est un artefact. Donc, il ne faut peut-être pas se lancer dans une thrombolyse sans scanner dans cette situation. Un autre cas clinique, pour en finir avec le VD, dyspnée au retour du voyage en avion, hypoxémie sévère. Vous faites une échographie, vous mettez un peu de contraste, que voyez-vous? Voilà, le contraste passe de la droite à la gauche. Le malade a donc un shunt intracardiaque par réouverture ici de patène foramen ovale. C'est très important à rechercher chez les malades très hypoxémiques, notamment lorsque vous avez une dissociation entre le degré d'hypoxémie qui est profonde, d'une part, et une mécanique respiratoire qui est préservée d'autre part. Typiquement, lorsqu'on a un P sur R inférieur à 100, alors que la compliance dépasse 40, il y a une incompatibilité relative entre ces deux mesures, et il est important de rechercher une autre cause à l'hypoxémie, notamment une participation circulatoire. Et la plus fréquente en réanimation au cours du SDRA, c'est celle-là. Vous voyez ici en ETO qu'en injectant du contraste, ça passe directement à travers ce foramen ovale de droite à gauche. C'est important à savoir puisque les mesures classiques de correction de l'hypoxémie, que sont par exemple l'augmentation de la PEP, peuvent être délétères dans cette situation puisqu'elles vont contribuer à l'augmentation de l'impédance à l'éjection du ventricule droit et à l'augmentation de la pression droite et donc à l'aggravation du PFO. Et vous voyez d'ailleurs dans cette étude que les malades qui ont un PFO répondent moins à l'augmentation de PEP que ceux qui n'en ont pas. Donc c'est une information avec des implications cliniques importantes. Voilà, on a fait le tour pour le ventricule droit. On va maintenant attaquer le ventricule gauche pour voir comment l'évaluer en échographie, en commençant par la précharge. Vous savez qu'ici, il faut évaluer les pressions dans l'oreillette droite. Et ici, on va utiliser essentiellement les outils développés en cardiologie avec le Doppler de l'anneau mitral, le rapport E sur A et le rapport E sur E'. Vous savez globalement que lorsque les pressions sont plutôt basses, E sur A et E sur E' seront bas, alors que lorsqu'elles sont élevées, ce sera plutôt haut. Il y a un problème général de ce qu'on appelle la zone grise dans cette approche. Et donc là, on va introduire la notion de multiparamétrique. C'est vain de vouloir chercher le cut-off magique pour tous ces indices. L'idée générale, c'est de combiner les analyses et c'est la multiplication des informations que vous allez retirer qui va vous permettre de savoir quelle décision thérapeutique avoir. Et donc, c'est important d'avoir une idée générale du niveau des pressions de l'oreillette gauche, parce que d'une part, ça peut être nécessaire, vous le savez, dans la définition de Berlin, qui l'impose, notamment lorsqu'on n'a pas de facteur de risque expliquant le SDRA. Et d'autre part, c'est indispensable dans la gestion des fluides. Donc je vous rappelle juste cette étude FACT qui date déjà, mais qui démontrait très bien que si on a une gestion plutôt conservatrice, minimaliste des fluides au cours du SDRA, on accélère la libération du ventilateur, ce qui n'est pas négligeable chez ces patients. Et l'évaluation des pressions de l'oreillette gauche peut vraiment y concourir. Ensuite, comment évaluer la contractilité du ventricule gauche? Vous savez que c'est un phénomène physiologiquement très compliqué. On a déjà parlé là du mouvement longitudinal que réalisent ces fibres longues qui vont finalement rapprocher le plan de l'anneau tricuspide de l'apex à chaque systole. Mais vous voyez qu'il y a d'autres fibres qui vont exercer un épaississement radial et d'autres même qui vont créer un mouvement de torsion et d'antitorsion. Donc, dans le futur, l'échographie pourra permettre de décrire tous ces mouvements, mais on va voir qu'aujourd'hui, il faut plutôt se concentrer sur des choses simples. La mesure la plus complexe de routine validée, c'est le Simpson biplan qui va finalement nous renseigner sur la réduction totale de volume avec ce modèle-là en empilement
d'épaisseur. Mais déjà visuellement, on peut avoir une idée assez claire de ce qui se passe. Vous voyez bien à gauche que le ventricule est hyperkinétique. Si on revient sur notre fameux mouvement du plan d'anneau ici mitral, il se baisse bien à chaque contractilité, alors qu'ici, l'image est caricaturale. Vous voyez que pas grand-chose ne bouge, à commencer par le plan d'anneau mitral, qui est vraiment le truc de référence à regarder au tout début. Et puis, si on va un peu plus loin, les fibres radiales non plus ne permettent pas un épaississement. Et donc, on imagine bien qu'il n'y a pas de réduction significative du volume de la cavité à chaque systole. En petit axe, c'est la même chose. Vous voyez ce mouvement radial qui est très important ici et qui est vraiment minimaliste ici. On peut calculer une fraction de raccourcissement de surface, comme vous le savez, pour quantifier cela. Ici, un autre cas où vous avez une dysfonction assez sévère du ventricule gauche. Si l'on veut quantifier au lit du malade en routine aujourd'hui la fonction ventriculaire gauche, à part la fraction d'éjection en Simpson-Biplan, l'indice le plus robuste, c'est l'élévation de l'anneau mitral qu'on va mesurer ici en Doppler tissulaire. Donc c'est la fameuse onde S' qu'on peut évaluer soit au bord latéral ou au bord mitral avec un seuil autour de 10 cm par seconde en dessous duquel la contractilité sera jugée comme étant altérée. Et puis le produit global de la fonction ventriculaire gauche, qui inclut sa précharge et sa contractilité, c'est le débit cardiaque. Vous savez que l'échographie est un outil fiable pour mesurer ce débit cardiaque. Pour cela, il nous faut la VTI aortique, qui est la distance que font les hématies à chaque contraction pour sortir du ventricule gauche, plus le diamètre pour estimer la surface de cette sortie du ventricule gauche. Et avec ça, on aura le volume d'éjection systolique qui, combiné à la fréquence cardiaque, nous permettra d'évaluer le débit cardiaque. Et donc c'est important, je l'ai déjà dit, d'avoir une approche multiparamétrique aussi pour la contractilité. Si vous pouvez faire une fraction d'éjection, c'est très bien, c'est la référence, ou à défaut une fraction de raccourcissement de surface en petit axe. Il faut toujours vérifier que le chiffre qu'on obtient est en cohérence avec ce qu'on observe visuellement. Et s'il y a une dissociation entre ce que vous mesurez en chiffres et votre impression visuelle, il faut recourir à une sorte de juge de paix. Et ma préférence va à l'onde S' pour sa simplicité. Enfin, la post-charge ventriculaire gauche, c'est typiquement quelque chose qui ne peut pas être fait en routine avec les outils qu'on a aujourd'hui, mais qui pourrait être fait dans l'avenir. On va donc juste déjà approcher sa pertinence physiologique. Lorsque vous voyez un ventricule gauche comme ça, hyperkinétique, on peut se dire qu'il y a une augmentation de sa contractilité intrinsèque, mais l'autre hypothèse, c'est que l'impédance à son éjection se soit tellement abaissée qu'il y ait une sorte de facilitation à son éjection et qu'il s'agisse plutôt d'une vasoplégie profonde qui explique cette espèce d'hyperkinésie. Et donc, physiologiquement, ça se vérifie. Ça, c'est une cohorte de malades en choc septique. En abscisse, vous avez un indice de contractilité, qui est la fraction d'éjection du ventricule gauche, et en ordonnée, un indice de post-charge, qui est le stress télésystolique. Et vous voyez qu'il y a une relation inverse entre les deux, à mesure que le stress télésystolique diminue, la fraction d'éjection a tendance à augmenter. Donc il y a une vraie influence de la post-charge sur les mesures de contractilité du ventricule gauche en situation clinique. Et cette relation qu'on a entre deux indices en paire se vérifie à une échelle plus grande. Ce schéma est un peu compliqué, c'est un diagramme de corrélation, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a des grandes familles d'indices hémodynamiques. Ici, c'est des indices hémodynamiques liés à la contractilité, fraction d'éjection, j'en ai parlé, onde S mitrale, j'en ai parlé. Donc tout ça, c'est de la contractilité. Il y a de la corrélation positive entre ces indices, c'est pour ça qu'on a du bleu. Et puis ici, on a des indices de post-charge comme les résistances vasculaires systémiques, l'élastance artérielle, la pression diastolique, et ici des indices de précharge. Ce qui est important à voir, c'est le rouge, c'est-à-dire les corrélations significatives mais inverses, négatives. Et vous voyez que la plupart des indices de contractilité ici sont négativement corrélés avec la plupart des indices de post-charge, ce qui signe, dans un modèle de choc septique humain, l'influence des conditions de post-charge sur la contractilité. Donc en pratique, à chaque fois que vous mesurez un indice de contractilité, il faut se dire que ça
traduit la contractilité intrinsèque, mais aussi les conditions de charge. Et comme beaucoup de situations comme le sepsis altèrent fortement les conditions de charge en réanimation, c'est important à avoir à l'idée. Les conséquences pratiques, ça peut être une réduction de la fraction d'éjection lorsque je mets mon malade sous noradrénaline. Eh bien, ce n'est pas forcément que le malade est en train de développer une dysfonction myocardique du sepsis. Ça peut être que la correction de la vasoplégie révèle une dysfonction myocardique du sepsis que je ne pouvais observer auparavant parce qu'elle était masquée par une vasoplégie intense. D'autre part, lorsqu'on regarde un ventricule gauche, l'œil se focalise souvent sur le volume, le diamètre ou la surface télésystolique. Et l'aspect d'hyperkinésie peut traduire en fait juste une réduction de la surface télésystolique. Et donc une des causes, ça peut être simplement que la surface ou le volume télédiastolique était déjà bas parce que le malade est sévèrement hypovolémique. Et donc il faut toujours rechercher cet élément et on peut s'en sortir avec ce qu'on appelle la pseudo-hypertrophie, c'est-à-dire que dans ces situations, on a l'impression que l'épaisseur de la paroi du ventricule gauche est vraiment grande. Ces situations d'hypovolémie très sévères au cours du choc septique sont importantes à diagnostiquer parce que le rapprochement des parois cavitaires peut être tellement fort qu'une obstruction à l'éjection se crée. C'est la fameuse lame de sabre que connaissent bien les cardiologues dans les cardiomyopathies hypertrophiques, sauf qu'ici, il s'agit d'une obstruction fonctionnelle par réduction trop importante de la taille des cavités en systole. Et il faut absolument remplir le malade pour lever cette obstruction et améliorer l'hémodynamique. Alors, au-delà de ce phénotypage cardiaque, il faut rappeler que l'un des avantages de l'échographie, c'est quand même ce qu'on appelle la polyvalence des ultrasons, c'est-à-dire qu'au passage, on peut regarder un peu les poumons et puis voir qu'on a des lignes B et se rassurer que le malade a une atteinte parenchymateuse pulmonaire importante. Il y a eu beaucoup de débats sur le fait que l'échographie n'est pas un outil de monitorage continu. Ce n'est pas un outil de monitorage continu, ça c'est clair, mais ce qu'on peut se demander, c'est quelle est l'utilité clinique en termes de modification thérapeutique des outils de monitorage continu. Donc il faut quand même se rendre compte que quand on est sur de la thermodilution, souvent il y a du recalibrage à faire, que les modifications hémodynamiques, c'est-à-dire opportunité de remplissage vasculaire, j'augmente la noradrée, j'introduis de la dobutamine, etc., ne se font pas non plus toutes les minutes en réanimation. Et finalement, le fait d'avoir des points hémodynamiques échographiques est tout à fait compatible avec une prise en charge optimale d'un patient. Je ne pense pas que, malgré toute votre motivation, vous soyez au lit du malade 24 heures sur 24 à changer d'un gamma-kilominute la dobutamine. Et je ne sais même pas si ce serait forcément pertinent pour le patient. Quand on regarde les études qui testent l'effet pur du monitorage, c'est des méta-analyses sur le cathéter artériel pulmonaire, il n'y a pas de changement de mortalité. Ça rappelle simplement le fait que c'est le protocole mis derrière les chiffres qu'on obtient en monitorage qui compte. Évidemment, ce n'est pas le fait d'avoir des chiffres qui est le plus important, et c'est vrai aussi pour l'échographie. Et finalement, en échographie, je pense que la richesse, ça va être notamment d'accompagner aussi la stratégie étiologique. Un dernier cas clinique pour illustrer ça, abcès dentaire fébrile, état de choc, souffle cardiaque. On met l'échographie pour comprendre l'état de choc. Le plus important, c'est pas tellement l'hyperkinésie ou l'hypovolémie, etc., que va nous apporter l'examen. Dans ce cas, voilà, c'est cette énorme végétation nitrale qui va faire que on sait exactement qu'il faut mettre des antibiotiques rapidement s'ils n'avaient pas été mis, qu'il faut quantifier l'opérabilité du malade. Voilà, et c'est peut-être ça qui va, plus que le chiffre hémodynamique, changer le pronostic du patient. Alors, il y a quelques études observationnelles, notamment ici sur la base mimique, qui retrouvent qu'avec une échographie, on a un pronostic amélioré au cours du choc septique. Et c'est vrai que mon interprétation de ça, c'est que c'est peut-être pas l'effet pur du monitorage, mais c'est l'effet global de prise en charge clinique, notamment via les étiologies retrouvées, qui peut justifier une telle différence de pronostic. Pour résumer donc l'échographie aujourd'hui, ça phénotype parfaitement la situation hémodynamique pour les insuffisances circulatoires et respiratoires.
ce qui va permettre de décider de remplissage si la précharge droite est basse, de décider d'inotrope si la contractilité droite ou gauche est basse, de régler mieux le ventilateur pour diminuer le stress pulmonaire si on a une dysfonction ventriculaire pulmonaire, une dysfonction circulatoire pulmonaire, d'initier une déplétion en cas d'augmentation des pressions de remplissage de l'oreillette gauche et d'ajuster les vasopresseurs si la post-charge est mauvaise. Et vous voyez qu'en plus de tout ça, il y aura une évaluation étiologique qui sera très bénéfique pour le patient. Alors, il y a quand même des limites à ça. Il y en a deux principales. La première, c'est la faisabilité. Vous voyez ici à gauche la faisabilité d'un certain nombre d'indices échocardiographiques. Alors, il n'y a pas de problème quand on s'intéresse à une veine cave, puisque dans quasiment 100% des cas, on peut l'avoir. Mais dès qu'on se rapproche d'indices un peu plus compliqués, notamment de post-charge ventriculaire gauche, je vous l'ai dit, la faisabilité est très mauvaise. On est en dessous de 50%. Donc, c'est des indices qui, aujourd'hui, sont plutôt des indices d'exploration, pas des équipes expertes dans le cadre de la recherche. Et c'est plutôt le futur qui va nous permettre d'améliorer ça. On va y revenir. Et puis, le deuxième impératif, c'est celui de la formation, puisque c'est une technique par définition opérateur dépendant et que si on n'est pas formé, on n'y a pas accès. Mais il y a des curricula qui ont été largement diffusés, il y a des programmes de formation, notamment en Europe, qui sont bien standardisés et qui permettent aux gens de se former avec un outil majeur qui est celui de la simulation. Vous voyez ici en abscisse le nombre d'échographies transœsophagiennes qui doivent être faites pour devenir à peu près autonomes, avec en ordonnée justement on va dire l'espèce de score qu'on obtient. L'idée générale, c'est que plus on fait de la simulation au préalable, plus rapidement on obtient une sorte d'autonomie dans la pratique de l'échographie transœsophagienne, et c'est vrai pour d'autres stratégies en échographie et plein d'autres mesures. Donc, dans le futur, je pense que la systématisation de la formation en échographie va s'accompagner d'une stratégie de diffusion large de la simulation en amont de la formation au lit du malade. Et justement, qu'est-ce que ça va nous ouvrir ? Premièrement, un phénotypage qui sera beaucoup plus étendu et qui va nous donner ce que j'appelle la vision globale. C'est-à-dire qu'on va pouvoir multiplier les indices et pouvoir conforter cette approche multiparamétrique. La force de l'échographie, c'est de pouvoir mesurer 2-3 choses pour arriver à une conclusion. Si vous voulez savoir si le malade est plutôt congestif, le fait qu'il y ait une HTAP d'une part, des pressions de l'oreillette gauche élevées d'autre part, une dilatation auriculaire droite troisièmement, vous permet de conforter votre diagnostic. Et c'est cette multiplication des paramètres, plus que le travail sur des cut-offs magiques, qui va pouvoir nous y aider. D'autre part, la signature acoustique dans le speakle tracking, qui pour l'instant n'est pas utilisée par beaucoup d'équipes en réanimation, va devenir routinière, puisque en cardiologie maintenant c'est routinier. Vous savez que c'est une technique qui permet de mesurer de manière fine la déformation myocardique. Son avantage, c'est qu'elle est opérateur indépendant et qu'une fois qu'on peut automatiser comme cela la mesure de la déformation, d'une part, on a des indices assez robustes de contractilité et qu'on peut complètement cartographier. Nous, dans le service, on l'utilise quasiment de manière routinière. Et je pense que dans le futur, ça va devenir un peu le standard d'évaluation, notamment de la fonction systolique. Ça a l'avantage de la robustesse et l'avantage de la sensibilité. Sur la sensibilité, vous voyez ici, par exemple, des malades en état de choc septique. Quand on regarde en abscisse la fraction d'éjection du ventricule gauche, avec un cut-off à 45%, on a l'impression qu'il y a un tiers de malades qui a une dysfonction contractile, tandis que 2 tiers des malades n'ont pas de dysfonction contractile. Si on regarde en ordonnée, la valeur absolue du strain longitudinal, plus cette valeur absolue est basse, plus il y a de dysfonction. En prenant un cut-off ici, aux alentours de 17, vous voyez que c'est plutôt une majorité de malades qui a une dysfonction contractile. Et ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure.
cet outil est plus sensible et donc il nous permet de voir des dysfonctions que peut-être les outils classiques comme la fraction d'éjection ne perçoivent pas du fait de l'influence de la vasoplégie. Et là aussi, en étant multiparamétrique, avec une fraction d'éjection un peu limite, à 50%, 45%, quand on ne sait pas, si la valeur absolue du strain est effondrée, très basse, on obtient l'information finale que la fonction contractile n'est pas si normale que ça. Après-demain, on ira au-delà du strain et on fera de la texture. C'est des changements structurels dans les machines d'échographie qui permettront un temps d'acquisition beaucoup plus important et qui permettront finalement l'utilisation de la réponse de l'onde ultrasonore pour avoir une approche de la structure fibrillaire, comme on peut le faire un peu en IRM. Et ça va permettre de caractériser le myocarde ischémique, édémacié, fibrotique, etc. Mais ça, c'est des développements qui ne viendront que dans plusieurs années en réanimation. Un peu plus proche de nous, le 3D et le 4D, qui sont ces approches avec des sondes qui vont saisir le volume global du cœur, y compris de manière dynamique, et qui vont nous permettre d'approcher, par exemple, les volumes ventriculaires de manière totale, sans avoir à faire des mesures un peu fastidieuses. Cette technologie n'est pas encore totalement mature en cardiologie, mais je pense que dans les années qui viennent, elle va se maturer et du coup, ceux qui vont sans doute le plus en profiter, c'est les réanimateurs, parce que c'est précisément en réanimation où les conditions de visualisation sont compliquées, où le malade est tachycarde, où on a peu de temps, où finalement une automatisation de la capture globale des volumes cardiaques est la plus pertinente. Aujourd'hui, le 3D et le 4D est déjà utilisé de manière routinière, systématique par les cardiologues pour la pathologie valvulaire, mais qui est quelque chose de structural qui nous intéresse moins, sauf dans les découvertes un peu fortuites de valvulopathie. Et dans cette approche volumique de routine, vous voyez un exemple ici, ça va pouvoir vous capter l'oreillette gauche, le ventricule gauche, avec la combinaison des images volumiques et d'un modèle qui aura été préenregistré. Et là, il va être très très simple de suivre les évolutions à l'intérieur du cycle cardiaque et d'avoir des approches un peu plus fines de tout ce qui est volémie et contractilité. Et tout ça, ça va être favorisé par l'intelligence artificielle qui va permettre trois choses. Premièrement, d'améliorer l'acquisition, c'est-à-dire que l'identification de la vue peut être automatisée. Je pose ma sonde et puis ça reconnaît que je suis en apicale 4 cavités. Et puis les algorithmes d'analyse de l'apicale 4 cavités peuvent s'enclencher. Ça va permettre la segmentation en reconnaissant que là c'est la base du septum, la partie moyenne du septum, l'apex du septum. Et puis si j'applique du speckle tracking, cette reconnaissance automatique va beaucoup accélérer l'analyse des choses. Au-delà de l'acquisition, bien sûr, ça va permettre des mesures automatiques. Il y en a déjà en cours, la reconnaissance de la paroi, la reconnaissance du bord d'un flux Doppler, et tout ça va aller beaucoup plus loin pour vraiment faciliter le travail. Et puis, le plus important va être dans ce qu'on appelle l'interprétation. Tout ce que je vous ai dit pour l'instant sur acquisition, mesure automatique, c'est du machine learning, mais on peut aller beaucoup plus loin dans le deep learning, de l'auto-apprentissage, qui va faire que devant un certain profil, on va pouvoir dire que ça c'est de la dysfonction, ça ce n'est pas de la dysfonction, ça c'est de l'ischémie, ça ressemble à de l'amylose, etc. Et c'est un peu le Graal, l'outil le plus abouti, mais la limite majeure à son arrivée en cardiologie et en réanimation, c'est les bases de données. Vous savez que dans cet apprentissage automatique, c'est un apprentissage finalement empirique où à force de voir des dizaines et des centaines de milliers de profils qu'on a tagués comme étant dysfonction, hyperkinésie, etc., la machine peut les reconnaître, mais juste de manière empirique. Et donc il faut des bases de données monstrueuses. Et la limite que je vois en réanimation, c'est l'acquisition, le stockage et le phénotypage de telles bases de données, parce que ça nécessite un nombre d'experts absolument faramineux. Et puis, la dernière évolution que je vois, avant les évolutions machines que je vais présenter, en termes fonctionnels, c'est les agents de contraste stables. Pour l'instant, on utilise du sérum physiologique mélangé à de l'air ou
des colloïdes mélangés à de l'air, et vous savez que c'est instable par définition. Il y a des produits beaucoup plus stables qui sont déjà utilisés en cardiologie, et leur arrivée et leur évolution, leur maturation va permettre, je pense, d'avoir non seulement des analyses de volume plus fines, mais surtout des analyses structurelles, notamment la microcirculation, qui pourront être tout à fait intéressantes dans le domaine de l'ischémie. Les machines vont se miniaturiser, c'est déjà le cas. Hein. Vous connaissez des marques de machines qui sont de très très petite taille. Et ça va changer un peu le paradigme. On va passer de la machine du service, qui est une machine pas forcément grande, mais qui est partagée, si vous voulez, dans une unité par plusieurs médecins, à la machine du réanimateur, qui sera une sorte de stéthoscope qu'il aura dans sa poche, puisque finalement ça va être une sonde dans laquelle il y aura embarqué la plupart des outils de traitement et qu'on va connecter à son téléphone ou à son iPad. Enfin, c'est déjà le cas, hein, mais la qualité et les modalités d'analyse qu'on va pouvoir avoir vont évoluer. Pour l'instant, ça fait simplement du 2D, rarement du Doppler, et ça va devenir à peu près complet. Et donc, ça va un peu changer le paradigme, c'est-à-dire qu'on va se balader dans la réanimation avec son échographe, comme on se balade avec son stéthoscope, et on va pouvoir l'utiliser à la demande lorsque ce sera nécessaire. Et puis, une évolution encore ultime, qui va peut-être remplacer la machine personnelle. Ça va être la machine personnelle, non pas du réanimateur, mais du malade. Et je pense qu'on va finir avec un module échographique, comme on a un module pour la SVO2, un module pour faire le delta PP, pour faire ce que vous voulez. Et il sera, lorsque l'intelligence artificielle aura beaucoup évolué, ce sera beaucoup plus simple comme configuration, je pense, puisque ça permettra un stockage immédiat, facilité, avec des outils de traitement même volumineux en gourmandise électronique, mais qui seront dans le moniteur. Et on pourra scanner le malade et avoir un stockage de ces images, de l'évolution, etc., beaucoup plus facile. Déjà, la miniaturisation personnelle permet des avancées. Là, je vous montre un centre de traitement Ebola, et on va pouvoir avoir, même dans de telles configurations confinées, lorsqu'on a le monitorage personnel du réanimateur, accès à, bien sûr, de l'information absolument cruciale. Cette miniaturisation va aussi permettre d'évoluer du point hémodynamique vers le monitorage discontinu, puis le monitorage continu. Il y a des mini-sondes qui sont déjà sorties sur le marché là, depuis 2013, mais qui pour l'instant technologiquement ne permettent pas d'avoir une bonne qualité 2D, d'avoir des outils embarqués, de l'échographie fonctionnelle, etc. Et tout cela va évoluer, ce qui fait que lorsqu'on sera notamment à la phase ultime où on a l'échographe un peu individuel du patient, d'être sur une vraie approche de monitorage complet. Donc, pour résumer, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut utiliser des outils simples, plutôt dans une approche multiparamétrique, du 2D, du Doppler, pour avoir un diagnostic et ce que j'appellerais des points hémodynamiques qui permettent de faire des changements thérapeutiques dans une approche où ce sont des appareils de service. Demain, on va évoluer vers l'appareil individuel du réanimateur avec des outils avancés. Je pense qu'il y aura une généralisation des volumes et du speckle tracking et beaucoup de mesures automatiques par l'évolution de l'intelligence artificielle de type machine learning. Et ça va permettre d'être sur des points hémodynamiques très rapprochés qu'on pourra appeler du monitorage discontinu et du diagnostic avancé. Et puis, après-demain, quand on sera peut-être proche de la retraite, ce sera du 4D, de la texture, enfin un phénotypage cardiaque beaucoup plus avancé, avec de l'interprétation grâce au deep learning, si on a pu constituer d'ici là des bases de données massives, et l'appareil sera individuel, couplé au patient en relation avec son moniteur, pour un diagnostic de précision et un monitorage continu. Merci pour votre attention.